Un bon jeu d'acteur avec une bonne réalisation et des scènes d'arts martiaux insérées quand c'est émotionnellement juste. Je n'ai pas d'autre choix que d'utiliser la capacité que j'ai. Et c'est essentiellement le personnage que je projette à l'écran, un gars qui essaye de l'éviter. Incontestablement, Chuck Norris est le roi du karaté. Mais ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'il n'a pas toujours été populairement connu. Il a eu sa grande chance en 1967 à l'intérieur du Madison Square Garden. Le public était venu pour juste un autre tournoi d'arts martiaux. Ils n'avaient aucune idée que l'histoire était sur le point d'être écrite juste devant eux. Deux hommes se tenaient aux extrémités opposées du tapis, chacun représentant un visage différent du karaté. Ce qui le rendait monumental, c'était l'homme de l'autre côté. Qui est cet homme mystère ? Rejoignez-nous alors que nous plongeons dans les détails. Pour les gens dans le public ce jour-là, c'était un moment qu'ils n'oublieraient jamais. D'un côté se tenait Joe Louis, la force brute, le marine, l'homme dont les coups de poing pouvaient en faire trembler les os. Pour beaucoup, il était intouchable. Le champion invaincu qui se battait avec une précision militaire et une agression brute et imparable. Le niveau de Joe était celui d'un athlète professionnel. De l'autre côté se tenait Chuck Norris. Il était calme, concentré et mortel dans sa précision. Il n'était pas le plus bruyant dans la pièce, mais quand il montait sur le tapis, tout le monde faisait attention. Mais ce qui a vraiment choqué tout le monde, c'est quand sa profession a été annoncée. Personne ne s'y attendait. À ce moment de sa vie, Chuck Norris était un professeur calme et décontracté. Mais au fond de lui, il avait quelque chose à prouver. Pour lui, ce n'était pas juste un match. C'était une bataille qui façonnerait le cours de son avenir. Et ce qui s'est passé cette nuit-là ne couronnerait pas seulement un gagnant, mais changerait le cours du karaté pour toujours. Peu de gens le savaient alors, mais ce combat unique déclencherait une réaction en chaîne. Une qui propulserait Chuck Norris vers la célébrité des arts martiaux, remodèlerait la façon dont les Américains voyaient le karaté et poserait finalement les bases de l'avenir des sports de combat. L'air au Madison Square Garden cette nuit-là en 1967 était chargé d'excitation, le genre qui ne vient qu'avant quelque chose d'inoubliable. Pour la première fois dans l'histoire américaine, le karaté avait atteint la grande scène. Ce n'était pas un petit tournoi de dojo ou un événement de combat local. C'était le championnat de karaté All-American, le plus grand spectacle d'arts martiaux que les États-Unis aient jamais vu. Sous les lumières aveuglantes du Garden, les journalistes se bousculaient pour les meilleurs angles. Les photographes chargeaient leurs appareils photo, prêts à capturer l'histoire en mouvement. Des artistes martiaux de tous les coins du pays, du Texas, de Californie, de New York, de Virginie, étaient venus prouver que leur style, leur école, leur professeur étaient le meilleur. Le bavardage de centaines de voix remplissait l'arène, un mélange de nervosité, de fierté et d'anticipation pure. Les règles du jeu étaient simples. C'était du combat par points. Une frappe propre marquait. Le contact était autorisé, mais le but n'était pas de détruire votre adversaire. C'était de démontrer le contrôle, la précision et la technique. Mais pour des hommes comme Joe Louis, ce système ressemblait à une cage. Il avait toujours cru qu'un coup de poing devait faire mal, qu'un coup de pied devait mettre fin à un combat. On ne peut pas gagner une bataille en tapotant quelqu'un, avait-il dit un jour. Pourtant, les règles étaient les règles. Et si quelqu'un pouvait dominer dans ce cadre, c'était Joe Louis. À travers les premiers rounds, Louis était imparable. Il a déchiré son tableau avec une vitesse féroce. Il avait ses coups de pied ultra rapides, des coups de poing lourds et un jeu de jambes qui gardait les adversaires dans l'incertitude. Chaque mouvement portait l'autorité. Quand il se battait, la foule pouvait le sentir dans ses os. Il était la puissance personnifiée, brute, implacable, made in America. Pendant ce temps, Chuck Norris se déplaçait comme une ombre. Son approche était différente. Il ne submergeait pas ses adversaires. Il les démantelait pièce par pièce. Une feinte rapide ici, un contre précis là. Chaque frappe avait un but. Il ne gaspillait jamais de mouvement, ne perdait jamais la concentration. Si Louis était le tonnerre, Norris était l'éclair qui frappait avant même que vous ne l'entendiez venir. Au fur et à mesure que les rounds avançaient, la tension montait. La foule commençait à sentir ce qui était inévitable. Ces deux hommes se rencontreraient probablement aux extrémités opposées de la finale. Dès les demi-finales, c'était presque certain. Les gens commençaient à chuchoter. Certains disaient que Louis allait l'écraser. D'autres pensaient que Chuck Norris avait le dessus. Ils disaient que bien qu'il ne soit pas aussi populaire que Louis, il avait une approche stratégique. Il était trop aiguisé. Il trouverait un moyen. Même parmi les juges, il y avait une excitation silencieuse. Tout le monde savait qu'ils assistaient à quelque chose qui transcendait le sport. L'énergie dans le Garden a changé lorsque les finalistes ont été annoncés. Les journalistes se sont penchés en avant, les caméras flashaient, les spectateurs se sont levés de leur siège. Chaque paire d'yeux était fixé sur le tapis où les deux hommes allèrent bientôt entrer en collision. Alors que l'annonceur appelait leur nom, le bruit était assourdissant. Puis, alors que les tapis étaient dégagés,
et que les juges prenaient leur place, le combat sauvage a commencé. Dans les secondes suivantes, quelque chose de surprenant s'est produit. Joe Louis et Chuck Norris se sont avancés, se sont inclinés une fois et ont pris leur position. L'arbitre a baissé sa main. Louis a explosé en avant le premier, un flou de mouvement, tout en puissance et en intimidation. Son coup de pied frontal s'est écrasé vers la poitrine de Norris comme un bélier. Mais Norris a glissé sur le côté, déviant juste assez pour garder son équilibre. Avant que Louis ne puisse récupérer, Norris a contre-attaqué. C'était une frappe rapide sur les côtes, propre, nette et parfaitement chronométrée en plein mouvement. Norris a gagné son premier point. Pendant un moment, la foule était silencieuse. Ils ne s'attendaient pas à ce que l'outsider marque en premier, surtout pas contre Joe Louis. Puis, comme une vague qui se brise, le public a explosé. Le rugissement a résonné dans l'arène. Chuck Norris n'a pas bronché. Il ne s'est pas laissé distraire par la gloire temporaire. Il a repris sa position, les yeux calmes, la respiration stable. Louis, en revanche, était furieux. Sa fierté avait été touchée, sa mâchoire serrée, sa respiration accélérée. Il est revenu avec une fureur renouvelée. Il déchaîne de puissants coups de pied latéraux, des revers tournants, un déluge de frappes qui brouillait la ligne entre la compétition et le combat. Mais Chuck Norris n'a pas mordu à l'hameçon. Il lisait le rythme de Louis comme un livre. Il esquivait, pivotait, contre-attaquait comme un pro avec des mouvements courts et efficaces. Son contrôle était absolu. Chaque parade était délibérée, chaque pas calculé. Pour l'œil occasionnel, cela semblait sans effort. Mais ceux qui étaient des combattants chevronnés pouvaient devoir la maîtrise dans ses mouvements. Louis a atterri un coup près des côtes de Chuck Norris. L'impact était audible, même par-dessus le bruit de la foule. Des halètements ont parcouru les gradins. Norris a grimaé, mais est resté composé, répondant avec un coup de pied circulaire qui a forcé Louis à reculer d'un demi-pas. Le rythme était maintenant fulgurant. Aucun des deux hommes ne reculait. Norris a lancé un revers suivi d'un coup circulaire en un seul mouvement fluide. Louis a répondu avec de lourds coups au corps, ses frappes poussant Norris au bord du tapis. L'arbitre a dû intervenir 2 fois pour les séparer. La ligne entre le combat par points et le combat de plein contact s'amincissait rapidement. Puis est venue une pause tendue. Les deux hommes tournaient l'un autour de l'autre, les yeux verrouillés. La foule pouvait sentir le poids de ce moment, le calme, avant quelque chose d'extraordinaire. Et ce qui s'est passé ensuite était effectivement extraordinaire. Louis a fait son mouvement signature, il s'est penché en arrière, puis s'est élancé avec un coup de pied haut. Habituellement, ses adversaires ne voient jamais ce mouvement venir, mais Norris était prêt. Il apparaît, a pivoté sur son talon et a tourné proprement, sa contre-frappe atterrissant avec une précision chirurgicale sur l'abdomen de Louis. La foule a halté puis a explosé à nouveau. Encore une fois, Chuck Norris a marqué un autre point. Louis avait l'air stupéfait. Pour la première fois depuis des années, il était dépassé. Son visage rougissait de frustration, la sueur coulant sur ses tempes. Il a sa carouachaya, il a attaqué plus fort, plus vite, désespéré de reprendre l'élan. Norris a tout absorbé. Il bloquait, contre-attaquait, contrôlait l'espace avec la patience d'un chasseur attendant son moment. Et puis, ce moment est venu, ce moment est venu. Louis a chargé, une dernière poussée de puissance, poings et pieds, volant avec une force imprudente. Norris a fait un pas de côté, manquant de justesse un coup de poing écrasant. Avec un timing parfait, il a dévié la frappe au cou de Louis, a pivoté brusquement et a lancé un coup de poing inverse ultra rapide. Le contact était propre et indéniable, une fraction de seconde de silence a suivi. Puis la voix de l'annonceur, ferme et résonnant dans l'arène, Chuck Norris le gagnant. Le Garden a explosé de cris, d'applaudissements et d'incrédulité. Certains spectateurs sont restés figés, d'autres ont sauté de leur siège. Les caméras flashaient alors que Norris s'inclinait respectueusement, son visage calme, mais sa poitrine haletante d'épuisement. De l'autre côté du tapis, Joe Louis se tenait immobile, sa fierté blessée, son esprit rejouant l'échange final encore et encore. Il n'était même plus en colère. C'était comme si la gravité de ce qui venait de se passer le frappait. Il avait été battu non pas par la force brute, mais par le contrôle, par la patience, par la discipline. Pour Chuck Norris, ce n'était pas juste une victoire. C'était une validation, une preuve concrète que la précision pouvait triompher du pouvoir, que la maîtrise de l'esprit pouvait surmonter le chaos de l'agression brute. Alors que le rugissement de la foule remplissait le Garden, Chuck Norris a offert à Louis un hochement de tête silencieux, un geste de respect entre deux guerriers qui venaient de redéfinir leur sport. Ce jour-là, au Madison Square Garden, le karaté lui-même avait changé pour toujours. Une autre question dans l'esprit des fans de karaté était de savoir comment Chuck Norris, qui était relativement nouveau, pouvait vaincre Joe Louis.
Pour vraiment comprendre ce jour-là, il faut regarder en arrière ce qui a conduit Chuck Norris à ce moment de sa vie. Les détails sur sa vie que nous sommes sur le point de révéler vous laisseront stupéfaits. Le voyage de Chuck Norris a commencé loin du glamour du Madison Square Garden, dans les bases aériennes poussiéreuses de Corée du Sud, où Norris servait dans l'US Air Force. C'est là, au milieu de longues nuits et d'exercices militaires, qu'il a découvert le Tang Soo Do. C'est un art martial coréen connu pour sa fluidité, son équilibre, et son respect du contrôle sur le chaos. Dès le premier moment, Chuck Norris a été fasciné. Pour lui, chaque mouvement était un langage. Ma motivation pour devenir un compétiteur était d'espérer gagner chaque coup de pied, une forme d'expression. Il s'est entraîné sans relâche, non pas avec l'intensité brute d'un soldat, mais avec la patience d'un artisan. Jour après jour, il répétait les formes jusqu'à ce que son corps bouge par instinct. Il décomposait les techniques, analysait les angles et mesurait le timing avec une précision presque scientifique. Bien avant que quiconque utilise le terme data-driven, Chuck Norris était basé sur les données. Il observait, enregistrait et ajustait. Si Lewis était né pour se battre, Norris apprenait à se battre un mouvement calculé à la fois. Au niveau de la personnalité, Chuck Norris ne pouvait pas être plus différent de Joe Louis. Il était humble, calme, respectueux, le genre d'homme qui écoutait plus qu'il ne parlait. Là où d'autres voyeurs de la compétition, Chuck Norris voyait une opportunité d'apprendre. Au lieu de rechercher l'attention, il cherchait la compréhension. Il a dit un jour « Je ne me bats pas pour détruire, je me bats pour perfectionner ». Son style de combat reflétait cet état d'esprit. Chaque technique avait un but. Il n'était ni le plus rapide ni le plus fort, mais il était le plus précis. Il étudiait ses adversaires comme un joueur d'échecs étudie le plateau, toujours 3 coups d'avance. Le timing, la distance et l'adaptabilité étaient dans ses armes. Et bientôt, son approche méthodique a commencé à porter ses fruits. Chuck Norris a commencé à gagner. Pas par des mouvements tape à l'œil ou une force brute, mais par la cohérence et le contrôle. Une victoire en a conduit à une autre, puis est devenu son premier dojo, suivi d'un autre et d'un autre. Au milieu des années 1960, il avait ouvert des écoles à travers la Californie, façonnant silencieusement une nouvelle génération d'artistes martiaux américains. Sa réputation a commencé à se répandre. Il ne se présentait pas comme un showman. C'était plutôt un professeur, un penseur et un technicien. Le résultat était époustouflant. Personne n'aurait pu l'imaginer. Hollywood a commencé à le remarquer. Bientôt, Chuck Norris s'est retrouvé à entraîner des acteurs comme Steve McQueen et Bob Barker. Des hommes captivés par son autorité calme et sa précision méticuleuse. Pour eux, il n'était pas seulement un instructeur. Il était un maître de la patience et de la concentration. Pourtant, malgré sa renommée croissante, beaucoup le sous-estimaient encore. Il n'avait pas la puissance explosive de Louis ou sa présence intimidante. Il n'était pas du genre à crier ou à narguer. Pour la foule, il était le concurrent calme. Pour ses pairs, il était respecté, mais rarement craint. Mais sous cet extérieur calme se cachait un stratège implacable. Norris regardait chaque tournoi, chaque combat, étudiant les mouvements de Joe Louis, sa façon d'avancer, le rythme de ses frappes, même les moments entre eux. Il a remarqué que Lewis comptait sur l'intimidation, qu'il prospérait quand les adversaires se figeaient sous la pression. Norris, toujours l'étudiant, a décidé qu'il ne se figerait pas. Il s'adapterait. Si vous nous vendez ces écoles, nous ouvrirons une chaîne d'écoles de karaté Chuck Norris à l'échelle nationale. Pendant des mois, avant le championnat de karaté All-American de 1967, Chuck Norris s'est entraîné comme jamais auparavant. Il a affiné ses contres, perfectionné ses pivots et s'est entraîné sans fin pour maintenir son sang-froid sous le feu. Il ne se préparait pas pour juste un autre tournoi. Il se préparait à affronter Joe Louis. Et donc, quand le championnat de karaté All-American a été annoncé, Chuck Norris savait que c'était le test pour lequel il s'était entraîné toute sa vie. Avant que le monde ne connaisse Chuck Norris, il y avait Joe Louis, l'homme qui définissait ce que signifiait être un champion. Il n'était pas juste un combattant. Il était une tempête sous forme humaine. Chaque coup de poing qu'il lançait portait le poids de la discipline, de l'agression et du but. Pour beaucoup, il n'était pas seulement le meilleur, il était intouchable. Né en Caroline du Nord, le chemin de Joe Louis vers la grandeur a commencé dans le corps des Marines des États-Unis. C'est là, stationné à Okinawa, qu'il a rencontré pour la première fois le karaté japonais traditionnel. Le style était Shorin-ryu, une discipline construite sur la vitesse, la précision et les contre-attaques ultra rapides. Mais Louis voyait quelque chose de plus. Il voyait une arme. Il s'est entraîné sans relâche, poussant son corps au-delà de l'épuisement, déterminé à ramener ce qu'il avait appris et à le remodeler en quelque chose d'uniquement le sien. Quand il est retourné aux États-Unis, il n'était pas juste une autre ceinture noire. Il était un combattant forgé dans la discipline la plus stricte des Marines et endurci par l'entraînement d'Okinawa. Il croyait que chaque match était un champ de bataille, que le karaté concernait la domination,
pas la démonstration. Il portait cette énergie comme une charge électrique. Physiquement, il était un spectacle à voir. Il avait de larges épaules, des jambes explosives et un regard qui pouvait déstabiliser même l'adversaire le plus confiant. Ses mouvements étaient vifs et directs. Pas d'efforts gaspillés, pas d'hésitation. Quand Lewis attaquait, il ne s'approchait pas lentement. Il fonçait. Ce mouvement de blitz est devenu sa signature. Il se précipitait férocement et fermait la distance avec son adversaire en un instant, les submergeant avant qu'il ne puisse réagir. La plupart des combattants ne voyaient même jamais la frappe qui marquait. Un concurrent a décrit plus tard l'affronter comme se tenir devant un char. Vous le voyez venir, mais vous ne pouvez pas bouger assez vite pour l'arrêter. En 1966, Joe Lewis était devenu un phénomène national. Les médias ne pouvaient ne pas se lasser de lui. Le marine américain qui avait transformé le karaté en spectacle de force et de précision. Il dominait les championnats nationaux américains, éliminant champion après champion avec une efficacité impitoyable. Ses victoires n'étaient pas juste des gains, c'étaient des déclarations. Il construisait un empire d'intimidation. D'autres combattants chuchotaient sur sa concentration, son tempérament et son intensité brute. Pour certains, il était une inspiration. Pour d'autres, il était terrifiant. Il se comportait avec le genre de confiance qui frôlait l'arrogance, entrant dans les tournois en sachant que la plupart des hommes étaient déjà battus avant le premier coup de poing. Il s'entraînait comme un soldat partant en guerre, obsessivement, sans fin, méthodiquement. Chaque matin commençait par des heures d'exercice, de conditionnement et de préparation mentale. Il a dit un jour, « Le corps obéit à l'esprit. Si votre esprit abandonne, vous avez déjà perdu. » Cet état d'esprit, plus que ses muscles ou sa vitesse, était ce qui le rendait imparable. Au début de 1967, Joe Lewis se tenait au sommet du monde du karaté américain. Il était le visage des arts martiaux modernes, un symbole de domination, de discipline et de puissance brute. Son nom attirait les foules, sa présence exigeait le respect. Sa confiance était inébranlable. Tout le monde le voyait comme imbattable. Pour ses pairs, il était l'homme contre lequel tout le monde se mesurait. Même lui se voyait comme invincible. Alors qu'il se préparait pour le championnat de karaté All-American cette année-là, il n'y avait qu'une seule pensée dans son esprit. Personne ne peut me toucher. Mais pendant que Joe Lewis conquérait les projecteurs, un autre combattant construisait silencieusement les outils pour le faire tomber. Jusqu'à cette nuit au Madison Square Garden, le karaté en Amérique avait été largement considéré comme un concours de puissance. Qui pouvait frapper plus vite, plus fort ou avec plus d'agression? Mais le calme, la précision et le mouvement discipliné de Chuck Norris ont révélé une nouvelle voie à suivre. Les combattants ont commencé à réaliser que la victoire ne concernait pas le fait de lancer le premier coup de poing, mais le bon coup de poing au bon moment. Sa capacité à anticiper les attaques de Lewis, à esquiver avec une précision millimétrique et à contre-attaquer avec un timing chirurgical, a introduit un concept qui changerait à jamais le sport, le contrôle par le calcul. Soudain, chaque combattant voulait bouger comme Norris. Le jeu de jambes, le contre-combat et la conscience spatiale sont devenus aussi essentiels que la puissance et la vitesse. L'ancienne mentalité « frappe » en premier, frappe fort, a cédé la place à une forme de combat plus cérébrale, une qui valorisait l'intelligence autant que l'intensité. C'était la naissance de ce que les artistes martiaux appellent maintenant le QI de combat. Il ne suffisait pas de connaître les techniques, il fallait comprendre la psychologie derrière elles. Chuck Norris avait démontré que le calme sous pression pouvait démanteler même l'adversaire le plus puissant. Son immobilité mentale est devenue un modèle pour les générations à venir. Dans les dojos à travers l'Amérique, les instructeurs ont commencé à mettre l'accent sur la stratégie et le self-control plutôt que sur la pure physicalité. Le message était clair, le combattant le plus fort n'est pas celui qui frappe le plus fort. C'est celui qui ne perd jamais sa concentration. Ça devient encore plus intéressant. Les journaux l'ont appelé « la naissance du karaté américain ». À partir de ce moment, la fréquentation des tournois a grimpé en flèche. Les sponsors, les promoteurs et les réseaux de télévision ont commencé à prendre note. Le karaté n'était plus seulement une discipline martiale. Il devenait un sport reconnu avec des héros, des rivalités et des histoires que le public pouvait soutenir. Et au centre de tout cela se tenaient deux noms qui définissaient l'époque, Joe Lewis et Chuck Norris. Mais peut-être que l'impact le plus durable n'était ni tactique ni technique. Il était émotionnel. À travers le pays, de jeunes combattants ont vu quelque chose en Chuck Norris qui a changé leur façon de se voir eux-mêmes. Au cours de l'été, j'ai reçu un appel de l'homme, la méga star, la légende absolue qu'est Chuck Norris. Je ne l'ai pas cru au début. Il n'était pas le plus grand ou le plus bruyant. Il n'a pas gagné par l'intimidation, il a gagné par la maîtrise. Que pensez-vous de la percée de Chuck Norris dans le karaté cette nuit-là, au Madison Square Garden ? Pensez-vous que ces méthodes ont vraiment changé le visage du karaté comme beaucoup de gens le croient? Nous aimerions que vous partagiez votre opinion dans la section commentaires. Si vous avez apprécié cette vidéo, assurez-vous de liker,
partager et vous abonner à T-Bulb. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve dans la prochaine vidéo.